Indice boursier américain, indice boursier européen. Attention au surachat technique à court terme. Y a-t-il plus globalement un excès d'optimisme sur les plans fondamentaux et techniques? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. La première quinzaine du mois de juin a vu les indices boursiers européens réaliser de nouveaux records historiques. Et oui, le DAX fait un nouveau record historique, le CAC 40 avec ses dividendes aussi, l'Eurostoxx 50, qui est l'indice boursier européen le plus tradé par les institutionnels, et fait de nouveaux records pluriannuels, casse aussi a aussi cassé des résistances. Depuis quelques semaines, les indices boursiers américains, en fait depuis le début du mois de juin, les indices boursiers américains rattrapent leur retard sur les indices boursiers européens. Oui, c'est étrange de dire ça, mais depuis octobre dernier, les indices boursiers américains sous-performaient. Les small et les mid-cap US commencent à contribuer à la hausse, et tout cela s'est fait dans le cadre d'une décision de politique monétaire de la Fed qui pourtant nous dit que son taux terminal n'est pas atteint, mais en même temps, de nombreux indicateurs avancés liés à l'inflation semblent nous garantir qu'elle va tendre vers cette cible des 2% de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, là, je ne vais pas retraiter avec vous dans l'ensemble les sujets fondamentaux, je le fais chaque semaine, je le referai plus en détail la semaine prochaine. J'en dirai quand même un mot en fin de vidéo. Non, là, nous allons vraiment nous concentrer sur la partie technique pour essayer de répondre. En fait, attention au retracement. Alors oui, le mouvement est haussier depuis octobre dernier, il l'est depuis le début de l'année, il y a un momentum bullish. Attention au surachat technique à court terme. Il y a un certain nombre de signaux techniques, moi, qui me donnent l'alerte, que nous allons d'ailleurs passer en revue. Je vous donne le plan, on ne perd pas davantage de temps. Je vais commencer par vous proposer donc un bilan des performances depuis octobre 2022 et janvier 2023. On verra ensemble le rapport relatif entre les actions européennes et les actions américaines. Sur le plan quantitatif, rappelez-vous sur le plan quantitatif, je vous avais montré qu'il y avait un alignement des planètes il y a quelques semaines pour une phase haussière, en regardant le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours, eh bien là, attention, nous sommes proches d'un surachat technique à court terme. C'est quelque chose que je vais vous montrer. Chartisme, momentum et fractal, le marché, et on fera même un peu d'Ishimoku, le marché s'expose-t-il à un retour à la moyenne, encore une fois à court terme? Le sentiment bullish des traders particuliers est-il à son paroxysme? Smart money, on va parler de la finance institutionnelle. La complaisance haussière est-elle ou pas en zone d'alerte? J'utiliserai pour ça les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC. Valorisation, le rebond a-t-il rendu les actions chères? Les actions américaines, les actions européennes, ont-elles retrouvé par exemple les excès de valorisation de la fin de l'année 2021? Et oui, c'est la question. On va passer en revue quelques critères de valorisation. Secteur. La hausse a été portée par les secteurs les plus offensifs, secteurs cycliques, les secteurs de la value. Attention au secteur de la tech. Il est sur un surachat extrême sur le plan technique et sur le plan de la valorisation. C'est ce que je vais vous montrer. Les troupes suivent-elles enfin les généraux? Alors, je vous ai donné une partie de la réponse tout à l'heure. Les small, les petites et moyennes valeurs commencent à rattraper leur retard, mais sont-elles vraiment bullish sur le plan technique? On va regarder ça. Et enfin, peut-on parler d'excès d'optimisme sur le plan fondamental? J'en dirai quand même un mot en fin d'émission. La probabilité d'une récession, l'inflation, la stabilité bancaire, les taux terminaux des banques centrales, enfin les sujets ne manquent pas. C'est parti, chers amis, installez-vous confortablement et bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Alors c'est parti, je me suis réduit, je suis tout en bas, indice US et européen surachat et excès d'optimisme à court terme. Bon, ça c'est la question que je pose. Alors le surachat, oui, vous savez, alors on peut être suracheté, mais tant qu'il n'y a pas de divergence baissière, voilà, c'est tout ça que nous allons prendre en revue. Je vais vous montrer ce que c'est une séance de fin de hausse, comme il y a eu de multiples exemples de fin de bear market dans le passé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on va voir. Le plan s'affiche sous vos yeux, je vous l'ai déjà détaillé, donc on attaque directement le vif du sujet. Actions US et actions européennes, un marché haussier annuel porté par les secteurs cycliques et les larges méga caps. Donc déjà, on part de ce constat. La performance haussière des indices boursiers européens et US est à 2 chiffres. Elle est à 2 chiffres, alors cette année, mais elle est à 2 chiffres surtout depuis octobre 2022. Ça a été vraiment le point de départ de cette phase haussière. La hausse du marché est largement du fait des larges et méga caps, des grandes et méga capitalisations boursières, que ce soit d'ailleurs en Europe. Prenez l'exemple du CAC 40 avec le luxe ou aux États-Unis avec les méga caps de la tech. Attention là à leur situation sur achat technique. Depuis début juin, et ça c'est une nouveauté,
les indices US surperforment les indices européens et les small et mid cap ont entamé un petit rattrapage. Et globalement, la hiérarchie sectorielle, elle est classique du mode risk on, sauf le secteur de l'énergie, avec la baisse du prix du pétrole. Ça, j'ai largement traité le sujet dans la dernière édition du Fast and Forex, où je vous expliquais, où j'ai essayé de vous réexpliquer pourquoi notamment les pays producteurs de l'OPEP s'inquiètent, et d'ailleurs ils baissent leur production pour essayer de stopper la baisse du prix du pétrole, qui est liée au ralentissement de la consommation de pétrole en Occident, à un moment où en plus les États-Unis inondent le marché. Bon, je vais pas... Voilà, vous avez le Fast and Forex sur ce sujet du pétrole. Donc, on regarde quelques illustrations sur cette force du marché. Là, vous avez, je vous ai remis le classement annuel des actifs financiers, donc la performance d'une sélection d'actifs depuis le début de l'année. Voilà, effectivement, l'exemple de Tesla, c'est 136% de hausse, 40% de hausse pour le Nasdaq, CAC 40, SP500, le DAX, entre 10 et 15% de hausse. Ici, alors je vais directement passer ici sur des illustrations. Alors, comme on ne peut pas comparer les choux et les carottes, voilà ici ce que je vous propose. Ce que je vous ai mis, c'est la performance en 2023 des indices boursiers, mais convertis en USD. Donc tout est en dollars américains. Là, au moins, on peut faire des comparaisons. Vous avez le DAX en dollars, le CAC 40 en dollars. Donc, vous prenez le DAX multiplié par le cours de l'euro-dollar, le SP500 qui est déjà en dollars. Bon, le SMI a du mal, mais le problème du SMI, c'est qu'il a dans sa composition beaucoup de secteurs trop défensifs. Et comme je vous l'ai expliqué, ils sont à la traîne depuis le début de l'année. Et donc voilà, globalement, donc, c'est vraiment un bull market. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le S&P 500 est en train de rattraper les indices boursiers européens, ici en dollars. Alors d'ailleurs, la première partie, depuis octobre dernier, c'était les actions européennes qui surperformaient. Je vous remets ici le ratio Eurostoxx 600, Stocks Europe 600 en USD sur le S&P 500, numérateur sur dénominateur. Lorsque la courbe est baissière, les actions du numérateur sous-performent et inversement. Alors oui, les actions européennes sous-performent largement depuis la crise financière, mais là récemment, il y a eu un petit rebond et on vient d'échouer sous une trendline. C'était un super signal technique, un super signal technique pour voir venir ce retour de la surperformance des marchés actions américains. Bon, voilà, écoutez, ça en tout cas, c'est quelque chose à noter qu'on peut faire l'analyse technique sur ces ratios. Alors, overall, j'aime beaucoup cette présentation ici sur le site Guru Focus, où vous avez ici un tableau croisé avec la taille des actions, donc les nano-cap, micro-cap, small-cap, mid-cap, large-cap, méga-cap. J'ai mis en performance depuis le début de l'année, croisé avec les secteurs. Bon. Et donc, vous voyez bien dans l'ordre, les secteurs qui sont les plus performants, les valeurs industrielles, la tech, la consommation cyclique. Les secteurs défensifs sont tout en bas, la santé, utilities, staples, les produits de base. Alors, l'énergie, mais c'est à cause de la baisse du prix du pétrole. Les valeurs financières sont au milieu, il y a eu à cause de la crise bancaire du mois de mars, mais globalement, c'est un marché en mode risk-on, porté par les valeurs les plus cycliques. Alors maintenant, ce marché en mode risk-on, porté par les valeurs les plus cycliques, est-il en surachat technique? Je vous montre quand même. Alors, j'y viens tout à l'heure, j'y suis presque à la partie technique, où je vais reprendre ici tout le mouvement du marché, mais voilà. Depuis octobre dernier, la progression qu'a fait le marché, et là, l'accélération récente et le rattrapage depuis le début du mois de juin, notamment du S&P 500, vis-à-vis des grands indices boursiers européens. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxième partie, sur le plan quantitatif, attention, les actions US sont proches d'être en surachat technique à court terme. Alors, c'est maintenant ce que je vais vous montrer ici à travers un certain nombre d'indicateurs, dont je vous ai donné le plan tout à l'heure. Le marché approche du surachat technique. Dans les phases bullish, c'est normal d'arriver en surachat. On peut continuer de monter en étant en surachat. Là où arrive une alerte sur le plan technique, c'est lorsqu'intervient une divergence baissière. C'est exactement ce qui s'était passé fin 2021, où au bout du rallye Covid, on est resté plusieurs semaines en surachat, est apparue une divergence baissière. Mieux, c'est ce qui est arrivé à la fin du bear market en octobre 2022, où on était survendu depuis un certain temps, mais on faisait encore de niveaux plus bas, et puis une divergence haussière est arrivée, et ça a été le point bas d'octobre 2022. Donc, oui, le marché est en surachat technique ou proche de l'être, mais il n'y a pas encore de divergence baissière. J'insiste sur ce sujet-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer à travers cette présentation. Alors sur le plan quantitatif, pour cela, l'analyse quantitative donc de l'indice S&P 500, je vais utiliser le critère du pourcentage d'actions de l'indice qui se trouve au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours
permet de juger du niveau de surachat de survente pour la tendance de moyen long terme. Ce qui était exceptionnel, c'était qu'en octobre dernier, il y avait à la fois le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours sur support et en même temps aussi pour les 20 et 50 jours. C'était l'alignement des planètes. Alors est-ce que maintenant nous avons l'alignement des planètes dans le sens opposé? C'est-à-dire est-ce que ce pourcentage est sous résistance? Vous allez voir que non. Mais à court terme, oui. Alors, donc il faut combiner tout ça. Pour la tendance court terme, il faut donc se fier, moi je vous conseille énormément le pourcentage d'actions vis-à-vis de la moyenne mobile à 50 jours. Et donc là, regardez comme c'est archi propre, je vous ai remis ça ici. Donc le pourcentage d'actions vis-à-vis de la moyenne mobile à 50 jours, c'était fantastique. Donc là, on voit bien qu'il y a des résistances historiques lorsqu'il y a plus de 80% d'actions au-dessus de la MM 50 jours, c'est le surachat. Et lorsqu'il y a moins de 20% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, c'est la survente. Et ça marche hyper bien pour le court terme. Là, vous avez le point bas d'octobre 2022, où il n'y avait plus que 11% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, vous avez le point bas de mars 2022, où il n'y avait plus que 20% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, vous avez le point haut de février 2023, ou encore ici, celui d'août 2022. Ça, c'était juste avant la crise bancaire, où on était en fait en surachat technique. Et là, voilà où nous en sommes. Et moi, je m'en souviens, je vous ai montré ça, c'est dans les 4 dernières émissions, que je restais confiant pour le S&P 500 parce qu'on était en phase ascendante. Nous y sommes encore. Alors, c'est pour ça, donc, première alerte, attention, la zone de surachat technique, de surachat quantitatif est en approche. Il y a actuellement 66% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, mais ce n'est pas encore le surachat. Nous approchons de la zone de surachat technique. Par contre, quant à la moyenne mobile à 200 jours, là, on est encore très loin. Mais regardez en octobre 2022, le point bas d'octobre 2022, c'était cette séance, c'est-à-dire c'était la séance ici du 12 octobre 2022, de début du grand bull market. J'y viens à mon décompte. C'était là d'ailleurs, et cette séance s'est faite après avoir retracé 50% ici de tout le bull market du Covid. Bon, à ce moment-là, sur le plan quantitatif, il y avait à la fois le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours sur support, et en même temps, à 50. Et en même temps, à 50. Donc voilà, donc là, nous n'avons pas encore la même chose. Mais attention donc, pour le cadre court terme, là c'est quelque chose qui va agir. Alors, je continue donc pour ce premier aspect des choses, surachat technique, surachat quantitatif, nous sommes proches de l'être, on y sera d'ici fin juin. Maintenant, chartisme, momentum, fractal et Ishimoku, oui, c'est une tendance haussière bien construite. Et ça, vous avez pu le suivre si vous avez regardé mes Top Gun des dernières semaines. Nous sommes maintenant en surachat sur le plan d'un certain nombre d'indicateurs de momentum, sur le plan même fractal, mais il n'y a pas encore de divergence baissière. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui compte. Alors, en chartisme, effectivement, les premiers niveaux de support sont maintenant loin. Bah oui, écoutez, je l'illustre maintenant. Le dépassement, rappelez-vous, le dépassement des 4200 points était le signal technique haussier. Voilà. Vous vous en souvenez tous, la cassure du 31 mai, voilà, on cassait par le haut ce range. Maintenant, voilà, les supports sont hyper loin. Le premier support horizontal, c'est 4327 points. Les 4005 sont ici une résistance. Moi, je pense qu'il y aura bientôt un retracement en direction des 4300 points. Alors, est-ce que d'abord, est-ce qu'on fait un fake breakout au-dessus des 4005 ou pas? Bon, on verra. Surachat technique, ici en daily, voilà. Vous le constatez comme moi, surachat technique. Mais pour le moyen terme, il n'y a pas de divergence. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir un retracement à court terme, mais que pour le moyen terme, on ira encore plus haut. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est? Là, vous avez ici pour le moyen terme la représentation graphique du S&P 500 en bougie japonaise en données hebdomadaires. Voilà par exemple ici le rallye du Covid. Vous voyez qu'on est resté longtemps suracheté et que la fin de la hausse a été indiquée par une divergence. Le bear market, on a été un peu suracheté et la fin de la baisse a été indiquée par une divergence. Et là, en hebdo, nous rentrons dans la zone de surachat. Donc, le fait d'entrer dans la zone de surachat, c'est plutôt un signal de force. Et il n'y a pas encore de divergence. La fin de la hausse qui a commencé en octobre dernier sera indiquée par une divergence. Il n'en a pas encore en hebdo. Alors,
Maintenant, alors on va voir, c'est aussi intéressant de regarder en chartisme, c'est l'écart en moyenne mobile. Je vais utiliser ça pour ça, l'indicateur de disparité index, le momentum, et on va regarder aussi l'aspect fractal et l'aspect Ishimoku, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une séance qui vient terminer une phase directionnelle. Je vais vous donner ici un exemple. Ici, vous aviez le bear market de 2022, voilà, et on a eu ce type de séance, celle du 13 octobre, qui était donc, pendant la séance, on était en train de casser le niveau, et finalement, on a clôturé au plus haut, c'était le point de départ du rebond. Moi, je pense que la fin du rebond sera indiquée par quelque chose comme ça, mais en sens inverse. C'est-à-dire que mon opinion, c'est qu'à un moment ou à un autre, on aura une séance avec une mèche haute, je parle pour le moyen terme, qui sera probablement entre 4005 et 4006, et là, il y aura une vraie correction. Alors, pour le cadre court terme, est-ce que le décompte fractal bearish est définitivement révolu? Je vous avais expliqué que le débat, il était le suivant. Pour certains, le bear market était en 2022 en 3 temps ABC propre. Pour d'autres, en fait, là, nous n'avons fait que la A. Nous serions en train de faire la B et il manquerait la grande C. Est-ce que cette approche-là est terminée? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on est prêt, en fait, en fractal, une vague B peut retracer la A jusqu'à au maximum 78,6. Et les 78,6, c'est quoi? Ce sont les 4530 points. C'était ce niveau, en fait, de décrochage de début 2022. Donc les bears, en fait, ils ont encore cet espoir-là, qu'on cale à 4530, 4500. Maintenant, pour le cas bullish, c'était que le 3 temps était fini ici en octobre 2022 et que nous serions maintenant dans une nouvelle phase haussière. On a eu la vague 1 ici propre, on a eu une 2 en 3 temps ABC, donc je vais aller sur le nouveau décompte, et nous serions dans une grande 3. Alors ça, je vous l'avais quand même beaucoup décrit, et donc c'est ce décompte qui a pris le dessus. Ici, vous avez la 1, la 2 en flat, en running flat en plus, et donc là, nous serions dans la grande 3. Dans la 3, nous aurions fait la 1, la 2, la 3 de la 3. Et donc, là aussi, sur le plan fractal, j'insiste sur le surachat technique à court terme. Je pense que nous allons avoir la 4 de la 3. C'est-à-dire, en fait, un retracement sous cette résistance-là des 4500 points pour faire un mouvement de retour en direction des 4003, 4330. Ça, c'est au moins quelque chose que j'envisage pour le cadre court terme, ici sur cet aspect fractal. Et enfin, sur le plan mensuel, tout l'enjeu du mois de juin, c'est, si là on devait clôturer le mois de juin, c'est bullish, parce qu'on a une cassure de Kijun dans Monthly, bon, mais là, le mois de juin n'est pas terminé, c'est donc un peu trop tôt pour s'y attarder. Et maintenant, regardez aussi, ce principe peut s'appliquer aux indices boursiers européens. Alors pour les indices boursiers européens, je vais prendre le contrat à terme en Europe le plus tradé, où vous avez, donc c'est l'Eurostoxx 50, il y a une cassure technique en cours, alors à confirmer, d'ailleurs en hebdomadaire, à long terme sur les actions européennes, moi à l'époque, si vous avez suivi mes émissions, je vous avais expliqué que je visais les records ici de 2007, on y est proche, c'est 4006, donc il faut faire attention, je veux dire, les actions européennes, cette 5e vague de hausse ici, je pense, est proche de son terme. Moi, je pense qu'une vraie correction, si elle intervient, ce sera cet été. Ce sera peut-être en juillet, un moment ou un autre, une vraie phase de prise de profit. Mais voilà, en hebdo, la semaine dernière, l'Eurostoxx 50 aurait dépassé la résistance. Vous prenez le DAX en hebdo, il semble nous avoir fait une cassure technique haussière, bon, à confirmer, mais voilà, en tout cas, pour en revenir aux indices US, attention à cette proximité d'un cadre de surachat technique à peu près global, que ce soit ici sur le plan technique ou sur le plan quantitatif, avec un moment ou un autre, il y aura le retracement qui va commencer peut-être soit déjà là à 4005, soit en incursion entre 4005 et 4006. Alors, ce surachat technique, je le complète en mettant en évidence une autre alerte. Attention, le sentiment bullish des traders particuliers est à son paroxysme annuel. Le retracement vers les supports est proche. Alors là, il s'agit de la théorie des réservoirs des capitaux. Je vous en redis un mot. Vous savez, on peut, alors c'est l'association américaine des investisseurs particuliers, l'AAI, très respectée par la haute finance, qui chaque semaine propose un sondage d'opinion. En fait, demande aux traders particuliers leur positionnement en horizon 6 mois. Bon. Et en fait, c'est très suivi parce que
s'applique à cela la théorie des réservoirs. Imaginez donc deux tonneaux. Lorsque le réservoir des acheteurs se remplit, il y a de plus en plus de traders à l'achat. Historiquement, on arrive à identifier des zones extrêmes. Prenez encore cette métaphore du tonneau, c'est la zone extrême, c'est le ras-bord. Lorsque le réservoir est rempli, qu'est-ce qui se passe si on le remplit davantage? Le réservoir est rempli, et je verse encore un liquide. Il ne peut que se vider. Il ne peut que se vider. Historiquement, lorsque le réservoir des acheteurs particuliers est rempli, c'est le signal du retracement. Au contraire, lorsque c'est le réservoir des vendeurs qui est rempli, c'est le signal du rebond technique. Ça, c'était octobre 2022. Et donc là, je me suis procuré les tout derniers chiffres. Attention, nous sommes sur le plus haut annuel du pourcentage de traders particuliers à l'achat. Le plus haut annuel. Nous sommes désormais largement au-dessus de la moyenne historique du pourcentage de traders à l'achat. Il y a, en date de mercredi dernier, 45% de traders à l'achat, pour une moyenne historique de 37%. Et il s'agit ici, je vous ai mis toutes les datas de l'année, du plus haut annuel. Cela va aussi dans le sens d'un retracement qui pourrait commencer donc prochainement à court terme sur les indices US. Smart Money, alors maintenant je vous ai parlé des traders particuliers, là on va parler des traders institutionnels. La complaisance haussière n'est pas encore en zone extrême d'achat chez les institutionnels. En fait, je me suis tourné comme d'habitude vers les données du rapport Commitment of Traders. En fait, je vous donne déjà une partie de la réponse. Il y a une opposition énorme entre les asset managers et les traders de hedge fund. Les asset managers, eux, je vous l'avais montré ces dernières semaines, étaient régulièrement de plus en plus à l'achat. Vous regardez la courbe de la position nette, le nombre de contrats futurs et d'options haussiers, moins les contrats à terme baissiers, ça vous donne une position nette. Elle était haussière avec la hausse des indices boursiers, c'est bullish. Les institutionnels, lorsque je parle des institutionnels, il faut voir les asset managers et les traders de hedge fund. Les asset managers, vous allez voir, c'est impeccable, tout va bien pour eux. Par contre, je relève une divergence très importante avec les traders de hedge fund qui semblent shorter, notamment sur l'espèce, agressivement le rebond. Alors, c'est pas, on va voir, on va regarder ça en détail, mais c'est là où je me dis que on est dans un marché, la hausse récente, je la trouve trop linéaire. Regardez les stars de la tech, c'est encore même c'est plus vertical que pendant le Covid. Et il y a encore des vendeurs. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je vois les traders de hedge fund shorter, les résistances à un moment ou à un autre vont agir. On ne va pas conserver cette hausse linéaire comme ça. Ne croyez pas ça, c'est un piège. Oui, peut-être que le mouvement aussi à moyen terme a encore du potentiel, mais il y aura des phases de retracement. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, pour insister sur ce sujet. Alors, on va regarder justement les données qui sont liées à la smart money, et cette énorme divergence que j'ai identifiée entre les asset managers et les hedge funds. On va s'intéresser aux données de positionnement des mains fortes sur les indices boursiers S&P 500, Russell 2000 et Nasdaq, et sur donc les données du rapport Commitment of Traders. Donc là, je prends le mini contrat S&P 500. J'ai pris les futurs et les options et donc 2 ans d'historique. Alors, les asset managers, impeccable. Ça, je vous l'ai montré régulièrement. La position nette est de plus en plus à l'achat. Ils shortent de moins en moins, ils achètent de plus en plus. C'est plutôt sympathique pour les asset managers sur le S&P 500. C'est pareil pour le Nasdaq. La surperformance du Nasdaq, c'est quelque chose que vous connaissez si vous avez suivi mes émissions depuis quelques semaines. Voilà, tout s'est bien passé, etc. Attention, on arrive dans une zone extrême de complaisance, de positionnement. Moi, je suis persuadé que la tech va retracer. J'y viens tout à l'heure. Je vais vous montrer dans un instant l'analyse technique des secteurs. Oui, parce qu'on va aussi passer en revue tous les secteurs, donc on ne va pas s'ennuyer. Ça va encore durer trop longtemps, cette vidéo. Bon, écoutez. Attention au retracement de la tech. Partout sous résistance, les stars de la tech. Même l'indice sectoriel S&P 500 de technologie. Et sans parler de la valo. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi la valo à faire. Bon, j'accélère, sinon on n'est pas rendu, on va y passer tout le week-end. Donc, voilà, ok, et même les small et les mid cap, je vais prendre le positionnement ici sur le Russell 2000, même lui voit la position nette repartir à la hausse. C'est ce fameux rattrapage des small et des mid cap dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais j'y viens tout à l'heure au small et mid cap. Mais voilà, là où je m'inquiète, là où je pense qu'il faut quand même tenir compte des résistances, regardez les traders de hedge fund. Voilà. Alors, la position nette ne baisse plus, mais il reste quand même massivement short sur le S&P 500. Et idem sur le Nasdaq. Attention,
lorsque je vois les traders de hedge funds shorter de plus en plus ce rebond du Nasdaq, c'est qu'ils envisagent que le retracement est proche. Alors maintenant, en termes de valorisation, est-ce que le rebond récent nous recrée un cadre d'action chère? Alors pour cela, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va prendre un certain nombre de ratios de valorisation. Le PE Shiller, le Shiller PE. Pour moi, c'est le price earning classique, le TTM sur les 12 derniers mois, le price earning forward sur les 12 prochains mois, le PE prospectif, si vous voulez, et le PE Shiller. Le PE prospectif, son problème, c'est que c'est au doigt mouillé sur les anticipations de bénéfices. Il y a une énorme incertitude. D'ailleurs, ces anticipations de bénéfices sont complètement perchées à horizon 12 mois. Ça, c'est bon, écoutez, espérons qu'ils aient raison. Les indicateurs macroéconomiques avancés ne vont pas dans ce sens-là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas le traiter ici. J'ai déjà fait des vidéos d'1 heure sur ce sujet. J'en referai d'autres, vous inquiétez pas. Là, j'ai voulu faire 1 heure sur l'analyse technique. Le PE Shiller, il a l'avantage de tenir compte des données passées connues, d'une moyenne des bénéfices des 10 dernières années, et en plus, c'est retraité de l'inflation. Fin 2021, avant que le bear market de 2022 se déploie, on était sur des excès de valorisation en termes de PE Shiller. Est-ce que maintenant on l'est? Globalement et en fonction des secteurs. Vous allez voir, c'est passionnant. Et je vous donne tout de suite la réponse. Sur la tech, c'est archi suracheté. On est sur une bulle de valo. Pire encore que début des années 2000. Donc attention à la tech. Attention à la tech. Alors, overall, vous avez ici les données de FactSet avec le S&P 500, le PE Forward. Alors maintenant, on est au-dessus de la moyenne des 10 ans, on est sur la moyenne des 5 dernières années, mais on est loin, vous voyez, des records de fin 2021. Je vous ai mis ici quelques chiffres pour comparer le S&P 500, le CAC et le SMI. Alors oui, les actions européennes sont toujours moins chères, notamment que ce soit le PE Forward, le PE Shiller ou le Price to Book. Ah oui, alors le Price to Book, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est là. C'est la valeur de marché comparée à la valeur nette comptable, l'actif moins le passif. Bon, voilà, écoutez, la difficulté pour moi, globalement, je vous ai tout synthétisé ici. Voilà, vous avez pour le S&P 500, prenez les ratios de valo en janvier 2022, avant que le bear market commence. Le PE Shiller était à 39. La moyenne des 20 dernières années, c'est 26. Le point bas d'octobre 2022, le PE Shiller était tombé à 27. En fait, on a rebondi sur la moyenne des 20 dernières années. Maintenant, on en est où? On est à 30 sur le PE Shiller. Donc, voilà. On est au-dessus de la moyenne de 20 ans, on est à la moyenne des 5 dernières années, mais on n'est pas du tout sur les excès de janvier 2022. Vous avez ici, à nouveau, donc, là, je vous ai remis le PE classique en bleu et le PE Shiller. Vous voyez, ok. Elles sont, en fait, la valorisation, globalement, elle est dans sa moyenne. Elle est dans sa moyenne. Alors, où sont les excès? Les excès, ils sont sur certains secteurs. Oui, la valorisation est dans sa moyenne, mais attention à la valorisation de certains secteurs. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Les voici. Regardez ici, en bas à droite, vous avez donc les 11 super secteurs de l'indice S&P 500, avec le PE Shiller et le PE régulier. Regardez les secteurs qui ont porté le plus la hausse. Certains secteurs, oui, sont en bulle de valorisation. Le PE Shiller de la tech est de 43,90. La consommation cyclique, 42,30. Et à côté de ça, je vais vous montrer quelque chose. Les graphiques des indices sectoriels. Regardez où on est à la tech. Attention, quand je dis attention, voilà. On est revenu au point de départ du bear market de 2022. Donc, sur la tech, sur les valeurs de la tech, c'est surhaché. Alors, il n'y a pas encore de divergence. Ok. Par exemple, ici, fin 2021, il y avait une div. Là, elle va bientôt arriver. Mais attention à ce niveau. Là, on va retracer là-dessous. Résistance technique énorme pour le S&P 500 des valeurs de la tech. Énorme. Je pourrais même dire bulle de valorisation sur ces secteurs qui ont créé la hausse. Depuis l'essentiel de la hausse depuis le début de l'année, regardez bien, ce sont les méga caps. Les méga caps, year to date depuis le début de l'année, vous avez à nouveau le tableau qui croise la taille des valeurs et les secteurs. Regardez, 43% pour les méga caps de la tech. Si vous enlevez aux indices boursiers les 43% de hausse des stars, des méga caps de la tech, les Amazon, les Google, etc., les Nvidia et compagnie, le S&P 500, il n'est pas du tout à son niveau actuel, il est beaucoup plus bas. Donc,
ces valeurs-là, oui, sont surachetées. Alors, maintenant, est-ce que d'autres secteurs peuvent prendre le relais? Alors, on va regarder justement au niveau des secteurs. La hiérarchie sectorielle, elle est donc de type risk-on, sauf l'énergie. Ça, vous l'avez bien compris. Je vous remontre ici sur TradingView la hiérarchie sectorielle, donc les 11 super secteurs du S&P 500 classés en year-to-date. Et en fait, alors la tech, les services de communication, la consommation discrétionnaire, les valeurs industrielles, bref, tout ce qui est offensif, c'est bullish, donc ça c'est très bien. Et les secteurs défensifs sont en bas. Staples, santé, utilities. Sauf l'énergie, mais ça c'est parce que le pétrole est au bord du gouffre technique. Et je vous renvoie vers ma dernière émission, Fast and Forex. Donc maintenant voilà, d'un point de vue sectoriel, y a-t-il un risque? D'un point de vue sectoriel, y a-t-il un risque sur ceux qui ont créé la hausse, les méga caps et les secteurs les plus cycliques? Pour répondre à cette question, on va les passer en revue sur le plan technique. On va faire ça faisons ça en hebdo. Faisons ça en hebdo, ce sera plus simple. Donc je dis alerte rouge sur la tech. En plus, vous avez une div en daily et là. Donc alerte rouge sur la tech. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va tous les passer en revue. Alors l'énergie, l'énergie, c'est un secteur qui a sous-performé. J'en dis pas un mot. Ça, c'est un secteur défensif. Utilities, c'est neutre. Ok, très bien. Défensif aussi, Staples. La santé, c'est défensif. Tous les secteurs défensifs sont en range. Ok. Alors, les valeurs industrielles, je vous avais montré ce range. On en est sorti par le haut. Il y a encore du potentiel. Donc la tech, je pense qu'elle va retracer. Mais les valeurs industrielles, je pense qu'elles vont refaire comme la tech. Elles vont rejoindre leur sommet de 2022. Idem, il y a encore du potentiel pour les valeurs des matériaux, donc une jambe de hausse, un range, et il y a encore du potentiel pour remonter ici. Les valeurs financières, elles sont sous pression du fait de la crise bancaire, mais elles tiennent encore le support ici qui était celui avant le choc de la crise sanitaire. La tech, donc alerte au rouge, retracement, on est sous résistance. Ça, c'est important de savoir. Communication de service, il y a encore du potentiel. La consommation discrétionnaire, il y a encore du potentiel. C'est pas encore suracheté. Là, et je pense que c'est ça qui portera, après le retracement sous les 4500 points, qui arrivera à reporter encore un peu plus haut le SP500. Et d'ailleurs, c'était superbe. On a tenu le niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. Et il y a encore du potentiel. Et maintenant, effectivement, l'indice des banques régionales américains, je vous avais montré ce support il y a 2-3 semaines et ça, on est plutôt en zone. Après, moi, c'est assez agressif de tenter le coup sur les valeurs financières, notamment les banques régionales, eu égard au fait que les taux d'intérêt vont rester élevés longtemps et qu'on peut encore avoir une nouvelle séquence de choc bancaire. Mais voilà, on est sur ce support. Donc, overall, d'un point de vue sectoriel, l'alerte rouge elle est du côté des stars de la tech. Et comme vous connaissez leur poids dans les indices boursiers, je ne serais pas surpris que ce retracement des stars de la tech nous fasse un retour sur support. Un retour sur support à la fois sur le S&P 500, mais retour aussi sur support sur les indices Nasdaq. Je veux dire, le premier support sur le Nasdaq, c'est 13 200. Il peut, à un moment ou à un autre, au moins nous faire un pullback. Et il y a aussi un écart aux moyennes mobiles important. Oui, ça, c'est en plus quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, mais il y a trop de choses. J'ai mis trop de choses dans cette présentation. Vous avez ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 50 jours. La moyenne mobile à 50 jours, elle est là. Vous voyez qu'elle est loin du niveau actuel des cours. Là, vous avez l'écart en pourcentage entre le prix et la moyenne mobile à 50 jours. On est presque en zone de résistance lorsqu'on est 7 ou 8% au-dessus de la MM50. Donc là aussi, attention, on a un signal d'alerte d'un retracement qui pourrait intervenir prochainement. Je continue, la vidéo fait déjà 33 minutes, c'est beaucoup trop long, mais bon voilà, je voulais faire quelque chose de complet. Alors bonne nouvelle, les troupes se sont enfin mis à suivre les généraux, c'est-à-dire les small et les mid cap font un rattrapage vis-à-vis des grosses valeurs, et ça c'est tout récent. Maintenant, il ne faut pas exagérer, elles sont en range. Alors, pour juger ces small et ces mid-cap, je vous propose de regarder les indices Russell 2000, les micro-cap et le NYSE Euronext. On va regarder ça tout de suite ici en données hebdomadaires. Le Russell 2000, c'est un range. Voilà. Donc, alors, elles ont rebondi sur support. Vous retrouvez d'ailleurs pour le Russell 2000 l'ancien niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire, mais elles sont en range. Idem, si vous regardez les micro-caps US, c'est un range. Alors bon, certains mettent en avant un falling wedge, une divergence. Ça, c'est très agressif, mais c'est un range. Et c'est un range descendant. Et pour l'instant, on n'en est pas sorti par le haut.
On peut regarder ici le NICE Euronext, le NICE Composite. C'est un trading range. Et là, on est de cette résistance qui était celle du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc oui, les small et les mid caps se sont mis à rattraper les grosses valeurs, mais au fond, elles sont dans une espèce de phase latérale depuis un certain temps. Elles n'ont pas cassé de résistance, à la différence du S&P 500 qui l'a fait uniquement grâce au méga cap. Donc voilà, là aussi, il ne faut pas s'emballer par rapport à ça. Alors maintenant, sur le plan fondamental, alors dans cette émission, je ne vais pas retraiter ici le sujet en profondeur. La désinflation, la probabilité d'une récession, est-ce que la Fed a atteint son taux terminal ou pas, le pivot qui est reporté en 2024, là. Écoutez, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises à jour la semaine dernière. Moi, la désinflation, j'y crois. Alors, l'effondrement des prix à la production, sous le seuil de la Fed. Je vais vous montrer ça. Les indices des prix à la consommation qui continuent de reculer. Les indicateurs avancés d'inflation qui nous disent que ça va encore baisser. Je parle de l'inflation nominale. Oui, l'inflation sous-jacente reste stable. Mais pourquoi? L'inflation sous-jacente est stable en haut parce que ce sont les prix des logements, shelter et les services qui sont encore tout en haut. Mais lorsque vous regardez les indicateurs avancés du prix des logements et des services, ils sont déjà en chute. Le problème, en fait, je vais vous remontrer ça dans les indices d'inflation. Décidément, on a encore fait trop de choses. Là, vous avez l'indice des prix à la consommation qui est en chute, en orange, en marron. Et ce qui inquiète la Fed, c'est que la dimension shelter, immobilier et services, elle est encore ici. Mais regardez, shelter, 8%. Mais la chose, c'est qu'en fait, shelter, ce sont les contrats de location qui ont été faits il y a 1 an. Lorsque vous regardez les données court terme, qui sont notamment mises en évidence par l'excellente application Trueflation, et que vous allez voir en détail l'immobilier, c'est la chute. Et en fait, tout ce qui se passe ici, dans les prix de l'immobilier en temps réel, vont arriver avec un retard de 6 à 12 mois dans les indices d'inflation, qui eux sont encore bloqués ici. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop. Alors la Fed, elle nous dit quoi? Elle nous dit que oui, l'inflation nominale recule, mais pas l'inflation sous-jacente, qui est ici en violet et en marron. Mais overall, je pense qu'elle va bientôt s'aligner, ça va prendre du temps. Le PPI, qui est toujours en avance, est en train de s'effondrer, il sera bientôt négatif. Les prix à la production seront bientôt négatifs. Alors, arrêtons de parler d'inflation. Alors, regardons la tendance de l'inflation, elle s'effondre. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour l'inflation. Maintenant, là où on peut s'inquiéter, c'est le débat sans fin autour de la probabilité d'une récession et aussi celui du taux terminal de la Fed. Vous avez ici les nouvelles projections macroéconomiques que la Fed a livrées la semaine dernière et elle nous dit que son taux terminal, ce sera 5,6. Enfin, que c'est le milieu du range. En gros, voilà, la Fed a fait une pause la semaine dernière à 5,25. Mais les anticipations de marché sont quand même à une hausse de taux à 5,50 cet été, voire il y a une probabilité pour que ce soit 5,75, du fait que, ok, très bien, elle l'a dit clairement, elle s'inquiète de ça, les services et shelter. Et elle s'inquiète de l'inflation sous-jacente, qui, elle, ne recule pas comme l'inflation nominale. Donc voilà, alors les indicateurs avancés d'inflation, c'est bien, mais encore faut-il que ça se traduise effectivement après dans les faits, dans les vrais indicateurs de marché. Mais moi, je suis plutôt confiant. Là où je pense qu'il faut rester prudent, c'est le débat autour de la probabilité d'une récession. Et là, il ne faut pas non plus exagérer, mais je veux dire, prenez la production industrielle. Alors là, je vous ai mis les prix à l'importation, ils sont déjà négatifs. Prenez la production industrielle aux États-Unis, elle est au bord du gouffre. Regardez le taux de croissance de la production industrielle en rythme annuel qui est stabilisé sur 0%, donc ça reste quand même compliqué. Le débat sur la probabilité d'une récession, je le traite souvent, je vous remontre à quel point jamais autant la courbe des taux n'a été autant inversée, les taux courts inférieurs aux taux longs, et nous savons que historiquement c'est toujours l'indication d'une récession à venir. Et puis il y a les indicateurs avancés, les modèles combinatoires, enfin des éléments en fait dont je parle souvent, que je vais retraiter la semaine prochaine. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan technique, on est suracheté à court terme. Sur le plan fondamental, la désinflation, moi je ne m'inquiéterai plus. La chose, c'est qu'en fait, si cette désinflation est en train là de s'accélérer, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un fort ralentissement économique? C'est ce que nous dit l'OPEP, c'est ce dont je vous ai parlé dans l'émission Fast and Forex sur le pétrole. Et donc à un moment ou à un autre, si la désinflation, et notamment les prix à la production sont en chute parce qu'il y a un ralentissement économique, c'est qu'il y aura aussi un ralentissement des perspectives de bénéfices. Et là, le marché action ne montera plus. Les perspectives de bénéfices, et je termine là-dessus, sont complètement perchées. Vous les avez ici, les perspectives de bénéfices. Les économistes anticipent une explosion à la hausse, une hausse de 8% des bénéfices à horizon 1 an encore.
fin 2000, ici fin 2024. Regardez leurs anticipations. D'après eux, on n'aura eu récemment qu'un trou d'air, et donc ils sont hyper confiants. N'est-ce pas ici le véritable risque? Le risque, pour moi, il est là, pour les marchés actions sur le plan fondamental. Mais ça, je retraiterai tout ça plus en détail dans la prochaine émission du Top Gun. Voilà, chers amis, ça a duré longtemps. J'espère quand même que j'ai tout chapitré, etc. J'espère quand même que ce gros point technique vous a plu. J'ai essayé de parler vite. Et voilà, merci encore une fois. Je compte à nouveau sur vos likes pour m'encourager à continuer ces formats-là. Vos commentaires, vos abonnements. Merci à toutes et à tous et passez une excellente semaine. Merci.